enfin, deux remarques en une. Il me paraît, je pense qu'il y a plusieurs types de fragments, si on prend ce terme-là, c'est commode chez vous. Mais si je prends les premiers livres, il me paraît qu'il y a quelque chose d'essentiel et de très particulier par rapport à d'autres pratiques contemporaines du fragment, c'est que cette pratique de mettre les crochets avec les points de suspension, ça dit au moins deux choses. D'une part, pour moi, ça met du temps dans l'espace, parce que ça montre immédiatement dans l'espace de la page au lecteur qu'il y a du temps, parce qu'il y a de l'antériorité, et que donc un texte a existé avant, mais, et c'est la deuxième chose, auquel nous n'avons plus accès. Mais on nous dit qu'on n'y a plus accès, mais en même temps c'est une invitation. Parce que je pense que la plupart des pratiques contemporaines, que ça s'écrive, qu'un texte s'écrive, disons, d'un seul tenant, et puis qu'on le coupe par la suite, ou pas que ça s'écrive par fragments, en général, on met des astérisques ou on saute une ligne, mais on ne montre pas la coupe. Alors que là, vous montrez que ça s'est coupé. Et vous montrez au lecteur que quelque chose manque, alors que vous pourriez tout simplement ne pas le mettre. Donc, je pense que, voilà, enfin, pour moi, je l'ai vu, on peut le lire de plusieurs façons, mais comme une espèce de dialogue, là encore, avec le lecteur, en disant, voilà, il y a une opération qui s'est produite. Oui, absolument. Voilà, avec encore une autre composante, dans le cas de ces exemples-là, c'est qu'il s'agit véritablement d'une composition orchestrale, d'une orchestration, il s'agit d'une orchestration. C'est-à-dire que là, les blancs, c'est de la musique. C'est-à-dire que le rapport dont nous parlions l'autre jour, vous voyez, tête, pied, recto, verso, avec des graphies différentes pour les textes à notation narrative, à vocation narrative, les parties chantées en italique, etc. Tout ça, c'est de la composition qu'il faut entendre au sens orchestral. C'est-à-dire là, on n'est plus du tout dans le fragment au sens de la notation du carnet, des choses comme ça. Là, on a affaire à des poèmes de bonne matière poétique, vous voyez, des grands poèmes lyriques, si vous voulez, dont certains fragments sont ici montés exactement comme les parties musicales dans un orchestre. C'est-à-dire, il y a plusieurs instruments, on entend plusieurs voix, elles se composent, elles produisent un effet harmonique, idéalement. Mais la visée, c'est véritablement la production d'un poème polyphonique. Et donc, les différents registres, ils sont parfaitement choisis sur un mode qui n'a rien d'aléatoire. C'est pas du tout le fragment au sens du tesson. Et l'idée est vraiment c'est ça. En vérité, le poème qui me hante, c'est un poème polyphonique. Et tant qu'on n'entend pas plusieurs voix et qu'il n'y a pas un chœur, vous voyez, une grande pièce lyrique en vérité, mais au sens d'un opéra, mon poème n'est pas content de lui. Voilà. Le principal terme du mécontentement de soi du poème, il est qu'il voudrait un grand poème lyrique d'une autre sorte et qu'il tâtonne à ses abords, là, mu par une profonde insatisfaction quant au résultat obtenu. Donc pour moi, tout reste à faire. Ce sont des essais, des mouvements, des tentatives. Quand quelques poèmes donnent une vague idée sous certains rapports, enfin, voilà, Il me semble qu'on peut voir ces premiers textes comme étant en même temps des blasons, dans la mesure où ce sont des emblèmes quelque part de ce qu'on pourrait appeler la fragmentation de l'être, si vous voulez. C'est-à-dire d'Aja, c'est de Pi, c'est Guenille, c'est Locke, c'est rien. N'est-ce pas? Alors, c'est ça, tous ces éléments-là, tous ces fragments-là, ce sont les éléments qui constituent ce qu'on pourrait appeler évidemment l'être, l'existence. Chaque individu, chaque partie de notre corps, chaque phénomène, chaque micro-élément, nous sommes là dans ce qu'on pourrait appeler le fragment. C'est Novalis qui parle du paradis, n'est-ce pas, éparpillé. Alors, c'est l'être qui a dans sa pluralité, son infini, en fin de compte, n'est-ce pas,
Oui, il me semble qu'il y a quelque chose qu'on peut considérer comme étant là, dans ces fragments-là, comme on peut voir ça comme étant un blason, un emblème de. L'emblème, le blason, ça me va très bien, moi, Oui. comme façon de penser le poème d'ailleurs. Le mot a été employé à plusieurs reprises. C'est pas seulement le blason au sens du 16e, mais aussi ça me va très bien. Et j'ai même le souvenir de ce que une fois, à Namur, il me semble, dans une rencontre organisée par Antoine, j'avais assisté à une conférence qui m'avait littéralement sidéré, dans laquelle une intervenante qui s'occupait d'enfants touchés par sûrement des psychoses dramatiques avait exposé une thérapie qu'elle avait appelée la thérapie du blason, et qui consistait, alors là je tends une très grande oreille, qui consistait dans quelque chose comme ceci, avec ces enfants qui avaient du mal avec une figuration de leur identité. Elle leur proposait une sorte de, je dirais, de jeu, entre guillemets, mais pour moi c'était l'opération même du poème, hein, et je me sentais concerné personnellement comme sujet de l'affaire. Psychotique. En ayant pratiqué à mon insu, disons, une technique de réparation du sujet qui était proposée à des enfants que j'aurais peut-être pas inventé tout seul, et tu me corriges quand je me trompe, Ouais. hein, Mais donc c'était pas des psychotiques, mais c'était des délinquants en maison. D'accord, enfin, En centre fermé, qui d'accord. ne pouvaient pas raconter Oui, l'histoire. c'est pas la problématique. Voilà, non mais je ne me souviens pas de la nature de la pathologie, mais enfin j'avais compris que c'était des cas assez lourds. Hein. Oui, c'était des cas assez lourds, donc des délinquants en maison qui n'arrivaient. Tu diras tout à l'heure ce à quoi ils n'arrivaient pas, mais ce que j'ai retenu de cette chose, mais vraiment ça m'avait saisi, c'est pour reprendre au vol cette idée du blason. Et alors cette intervenante appelait ça la méthode du blason, dont elle proposait donc à ses enfants perdus, quoi. Parce qu'à mes yeux, ce dont il s'agissait, c'était vraiment d'une identité infigurable. Donc il n'arrivait certainement pas à prendre la parole de manière continue pour des grandes choses de bien sensées, et c'était du genre à se taper la tête contre les murs de cet pouvoir-là même. Alors elle leur proposait ce qu'elle appelait des exercices qu'elle appelait la méthode du blason. Alors, elle écartelait au sens héraldique du terme. Vous voyez, elle procédait à un écartèlement du blason, c'est-à-dire la découpe d'un écu en quarts, et ils avaient en quelque sorte à le garnir de pièces pour constituer leur héraldique personnelle, le sceau d'une personnalité possible, désirable pour eux. Et j'avais trouvé ça absolument génial, comme procédure à la fois pour essayer de mettre en action une activité symbolique visiblement gravement paralysée chez ces malheureux, et d'autre part en même temps l'essence même de l'acte poétique, tel que du moins je l'avais pratiqué dans mon adolescence, lorsqu'il s'était véritablement agi d'écarteler, et au sens de l'escartèlement ancien, c'est-à-dire qu'il s'agissait de diviser le blason et de garnir ses chambres, pour employer le langage de l'héraldique. Donc, les différents logements possibles, vous voyez, les divisions de l'écu, pouvaient être garnis, disons, de valeurs symboliques diverses et variées, depuis le lion rampant jusqu'aux différentes. Vous voyez, la description de l'écu de Montaigne à trois pattes de lion, et voilà, vous avez la description de l'écu de Montaigne dans le poème que je lui ai dédié, que je reprends littéralement. Donc, cette méthodologie m'avait semblé fabuleusement pertinente. Et, je dirais, le laboratoire même de la sorte d'opération poétique, entre guillemets, que j'avais, quant à moi, à peu près effectué, sans savoir que ce genre de choses pouvait bien exister, d'une manière purement prospective. Mais il ne fait pas de doute que des livres comme Les Forbans, par exemple, ou comme Du des Deux Sages, procèdent absolument de cet écartèlement-là. Il s'agissait de diviser l'écu en parties, dont on allait ensuite essayer de se réapproprier chaque fragment par la garniture héraldique souhaitable. Bon, et cette opération d'ailleurs ayant été à un certain moment conduite à ses fins, on n'avait plus besoin de se livrer encore à cette manière de barbariser, là le problème était réglé. Une fois qu'on
on s'était à peu près assuré de l'espace dont il y avait lieu de s'assurer symboliquement, on pouvait ensuite parler en son nom propre. Mais c'est une sorte de travail antécédent qui n'est pas comme tel le choix du fragment. C'est-à-dire l'écartèlement était une réponse technique à un problème non technique. Une espèce de manière de contourner un obstacle. Alors le fait que ça sorte du tube sous la forme d'un livre, c'était le côté heureux de mon affaire. Quant à eux, je ne sais pas ce qu'il advenait des blasons qui étaient destinés à... En réalité, c'est quelque chose qu'on avait inventé ensemble quand elle faisait son mémoire, parce qu'elle était partie pour faire des récits de vie de jeunes délinquants en institution fermée, mais il n'avait évidemment rien à raconter. Donc on se dit, alors on va disposer un peu les différents éléments qu'ils peuvent déposer pour leur donner un retour sur leur histoire. Donc il y avait une case où ils dessinaient un animal qui les représentait, il y avait certaines cases qu'elle remplissait elle-même en fonction de ce qu'ils disaient et de ce à quoi ils ressemblaient. Et ça faisait une sorte de blason. Oui, mais enfin, symboliquement, c'est merveilleusement pertinent. Et l'idée était venue aussi d'un texte que je connaissais de Bernard Cadou, qui a parlé de Pessoa et des blasons paniques, où il voit l'hétéronymie de Pessoa comme une tentative de disposer les différents fragments de son identité. Il y a de ça. Sur une sorte de blason pour se protéger aussi, une sorte de bouclier de la dispersion radicale. Oui, absolument. Mais il y a de ça. Et donc cette affaire de l'hétéronymie... Je pense que ça n'a pas eu beaucoup de succès au niveau technique recommandé. En tout cas, ça a au moins eu un témoin qui tendait l'oreille. Oui, c'est ça. Ça a eu du succès sur Jean-Paul. Et non, mais c'est-à-dire, j'ai vraiment eu l'impression, disons, d'avoir effectué une opération, enfin, on insulte, mais une opération qui était un peu de cet ordre, parce que les textes que j'ai mis en pièces, c'était vraiment des textes qui avaient été écrits et qui étaient continués. Et je les ai vraiment lacérés, quoi, taillés en lambeaux. J'en ai fait des miettes, quoi. Pour le coup, des fragments au sens de la cruche cassée. Et l'idée de récupérer les morceaux ensuite, sous la forme de l'opération, une sorte d'opération héraldique, j'avais trouvé ça illuminant. Donc je me suis senti un peu dans la peau de tes contrevenants, là, en train de faire comme ils pouvaient avec les bris du poème cassé, quoi. Et puis le jour où Cato aura raison, je vais avoir le sentiment d'avoir fini avec ça, bon, c'est devenu de l'histoire ancienne. Voilà. Et le blason constitué, je l'ai laissé tomber, j'en avais plus besoin. Mais c'est pas un choix délibéré, le fragment, c'est pas un but en soi. Donc je ne valorise pas a priori le fragment, j'ai rien. Et je ne le dévalorise pas du tout non plus. Moi, quand je lis Pascal, c'est pas du fragment, c'est de la pensée, à point. Et le fragment ne m'a jamais gêné d'aucune manière. Se proposer de n'écrire que des fragments ne me paraît pas non plus nécessaire. On a le droit d'exposer de manière continue et soutenue, et réfléchie et argumentée ce qui a besoin de l'être. Il n'y a pas d'impossibilité à cela. Il serait aussi possible, me semble-t-il, en pensant au poème ultérieur, d'y voir, je ne sais pas, un principe de fragmentation, mais invisible, dans la mesure où toute composition implique un acte qui pose, dépose, avec le contact. Ouais. Et la même notion est là dans nos continuités, n'est-ce pas? Il y a des choses qui se tiennent avec un cœur. La composition. Mais on ne voit pas dans les compositions et dans les continuités, on ne voit pas cette idée qui est là implicitement, n'est-ce pas? Ça, c'est profondément vrai. Alors, je ne me rends absolument pas compte, vous voyez,
lorsque je suis saisi comme ça par une espèce de poussée énumérative de ce qu'est la fonction d'énumération. Mais de temps en temps, j'y suis sujet. Et par exemple, plutôt que de faire une phrase pour écrire un paysage, la bonne façon d'agir poétiquement me semble être d'essayer de capter, en les attrapant par les cheveux, la dite chose, à toute vitesse. Et par exemple, énumérant les arbres de Pompéi, par exemple, citer 6 noms différents d'arbres qui se présentent immédiatement quand je pense à la situation me semble infiniment plus efficace poétiquement et plus proche de mon besoin poétique de nommer que de faire une phrase pour essayer de faire la description du jardin. Et donc c'est bien des fragments qui viennent s'entasser à toute vitesse dans la profération. Voilà. Et alors quelquefois chez certains auteurs, les plus classiques, hein, il y a des choses, on perçoit des choses comme ça, on éclate de rire presque, oui, parce qu'on sent que ça presse, là il faut absolument cracher le morceau, 4 adjectifs à la file, ça se fait pas. mais chez les meilleurs, ça se fait. Quand ils en ont besoin, ça fait partie de leur liberté. Et ils ne demandent pas l'autorisation. Chez Montaigne, par exemple. Et Montaigne, c'est quelqu'un qui écrit mal comme il faut savoir écrire mal, quoi. Il n'y a pas de doute. Écrivez mal comme Montaigne, c'est vraiment le génie. Mais ça ne respecte pas du tout les règles canoniques de la manière de faire des phrases. Et voilà, bon, donc toute cette part d'aléa, là, à mon avis, il faut lui laisser ouverte en permanence ses chances. Et ma foi, c'est à la lecture qu'on fera le tri, quoi. Tous les moments ne sont pas heureux, on n'est pas obligé de tout garder, mais on n'est pas obligé non plus de s'ennuyer, on a le droit d'enlever. Parce que dans les carnets de voyage aussi, il y a oui, bien sûr. Mais oui, exactement, parce qu'on essaie de ne garder que les moments intenses. En fait, là, le principe, il est très simple, c'est de ne pas raser le lecteur. Moi, j'ai horreur des trucs ennuyeux, comme lecteur. Donc, j'essaie d'épargner ça à mon lecteur. J'essaie de garder les moments intenses, ça suffit. Si on arrive à sauter comme ça d'un galet sur l'autre, d'un moment intense à un moment intense, on va passer la rivière à pied. C'est pas la peine de jeter tout le monde à l'eau. Alors, je crois que ça suffit largement. Merci.